Nous possédons pour principaux liens d'intérêt dans cet atelier nos rôles respectifs au sein du Bureau national de l'ISNAR-IMG, qui est partenaire de la revue Prescrire. Nous avons aussi comme lien d'utiliser les différents outils qui vont vous être proposés. Si nous avons souhaité vous parler de prescription raisonnée, c'est parce que nous sommes partis de situations fréquentes, mais non moins difficiles à résoudre. Docteur, il faut faire quelque chose pour ma toux. Ça fait 2 semaines, je n'en peux plus. Je n'arrive plus à dormir. Il faut me donner quelque chose, docteur. Docteur, je suis fatiguée. Vous pouvez me faire une ordonnance de vitamines ? Les attentes des patients et patientes peuvent être très différentes de ce qu'on souhaiterait leur proposer. Alors, comment faire la part des choses entre soulager un symptôme et prescrire de manière déraisonnée ? Faut-il prescrire ? Que prescrire ? Et comment choisir ? Comment mieux maîtriser l'impact de nos prescriptions et prendre une décision adaptée à la personne en face de nous ? Toutes ces questions, nous nous les posons quotidiennement, seuls en consultation ou en observant nos maîtres de stage, dont les pratiques, même dans des situations très courantes, peuvent être très variables. Alors comment, en nous construisant comme prescripteurs et prescriptrices, développer une démarche réflexive qui nous est propre et éviter une prescription intuitive ou mimétique ? Comment raisonner ce que l'on prescrit dans une démarche evidence-based medicine, c'est-à-dire basée à la fois sur les données de la science, notre expérience clinique et les préférences de nos patients et patientes. Mais aussi et surtout, quelles ressources utiliser pour consolider et mettre à jour ces connaissances scientifiques ? Pour répondre à cette question, nos 3 invités vous présenteront chacun et chacune des outils à différentes échelles. D'abord, pour les aspects réglementaires, lorsqu'on se questionne à propos d'un médicament précis et ses modalités de prescription. Puis, pour notre formation personnelle, tout au long de notre carrière. Et enfin, quand pendant la consultation, on se demande quelle est la prise en charge la plus adaptée. Nous allons commencer cette boîte à outils avec Dalia Sakal-Diab et Tristan Bacon de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, que je laisserai se présenter davantage. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs de ce congrès d'avoir convié l'ANSM pour participer et pour parler d'un sujet qui lui tient à cœur, qui est la prescription raisonnée par le biais du bon usage du médicament. Merci beaucoup, notamment aussi pour toute l'organisation qui a eu lieu en amont depuis quelques mois. Sans trop tarder, puisque le temps nous est compté, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis pharmacienne, référente de l'usage non conforme à la direction de la surveillance de l'ANSM. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec les laboratoires par rapport aux travaux qui seront présentés. Cette présentation va s'articuler autour de 2 points. D'abord, je vais rapidement parler du bon usage du médicament, quelques définitions et le rôle des différents acteurs. Et dans une deuxième partie, je donnerai la parole au docteur Tristan Bacon, ici présent, qui va vous parler de son expérience personnelle concernant la prescription raisonnée d'un best-seller. Tout d'abord, en ce qui concerne le bon usage du médicament, donc il y a beaucoup de termes qui sont en général utilisés pour désigner une mauvaise utilisation du médicament, que ce soit en français, mauvais usage, mésusage, mauvaise utilisation, ou encore en anglais, misuse, medication error, ou encore abuse. Moi, je voudrais m'arrêter rapidement sur un terme que je trouve très important parce que ça peut être un point de départ, qui est l'usage non conforme. Il s'agit d'une utilisation de médicaments d'une manière non conforme à la preuve clinique, clinical evidence, c'est-à-dire au terme de son utilisation de mise sur le marché. Comme vous le savez sans doute, un médicament, avant de se voir octroyer une autorisation de mise sur le marché, il fait l'objet d'un développement préclinique, clinique, qui permette de bien identifier sa balance bénéfice-risque.
Au terme de ce développement, les connaissances sont suffisantes pour pouvoir bien connaître son bon usage et l'ensemble de ces informations font l'objet d'un résumé des caractéristiques du produit. Donc on peut dire qu'un usage non conforme correspond à tout usage qui s'écarterait du résumé des caractéristiques du produit. Pour autant, tout usage non conforme n'est pas considéré forcément comme un mésusage. Si on regarde bien ce tableau, un usage non conforme devient un mésusage lorsqu'il est intentionnel, pratiqué en toute connaissance de cause, lorsqu'il a un but thérapeutique, mais lorsqu'il est inapproprié, autrement dit, lorsqu'il ne repose pas sur des données scientifiques d'un bon niveau de preuve pour le justifier. Il existe aussi beaucoup de situations d'usage non conforme qui sont appropriées, c'est-à-dire qui s'écartent des termes du résumé des caractéristiques du produit, mais qui peuvent reposer sur des recommandations, que ce soit institutionnelles ou scientifiques, de sociétés savantes, consensus d'experts ou toute autre donnée clinique d'un bon niveau de preuve. Il existe à côté de ça plein d'autres situations où le médicament est utilisé d'une manière non conforme, par exemple d'une manière non intentionnelle comme dans les erreurs médicamenteuses ou encore dans des situations d'abus ou d'intoxication volontaire, tentative de suicide ou suicide. Donc on peut dire que l'usage non conforme devient un mésusage lorsqu'il est intentionnel, à visée thérapeutique et inapproprié, lorsqu'il ne repose pas sur des données scientifiques le justifiant. Et cette définition, on la trouve dans beaucoup de références qui sont largement utilisées en France, comme les bonnes pratiques de pharmacovigilance ou encore le Code de santé publique. Alors, quels sont les acteurs qui pourraient être concernés? Il y a d'abord les prescripteurs, donc médecins, sages-femmes, dentistes. En fait, ce sont tous les acteurs de la chaîne de soins. Ça peut être aussi le pharmacien au moment de la délivrance ou encore l'infirmier, le patient ou l'aidant au moment de l'administration ou de l'automédication ou de la surveillance du produit. Et l'usage non conforme inapproprié peut porter sur l'indication, la posologie ou bien sur d'autres éléments qui sont en lien avec la sécurité d'emploi du médicament. Ce qu'il est important de souligner, c'est aussi le fait que la nécessité de faire de la prévention de l'usage non conforme inapproprié n'est pas opposé au respect de la liberté de prescription du médecin. Comme vous le savez, c'est une liberté qui est prévue dans le Code de santé publique. Le prescripteur a le droit de sortir du cadre de l'AMM en l'absence d'alternatives thérapeutiques médicamenteuses et sous réserve qu'il juge indispensable cette sortie de l'AMM, enfin le fait de sortir du cadre de l'AMM pour stabiliser les techniques de son patient ou pour le soigner. Donc, vous l'aurez compris, la prévention du mésusage est une nécessité puisque la balance bénéfice-risque lorsqu'on sort des termes de l'AMM n'est pas connue et donc on pourrait exposer le patient à une iatrogénie, à une augmentation des effets indésirables qui est tout à fait évitable. Il y a eu au cours des dernières années beaucoup de rapports qui ont essayé de mesurer l'impact d'une utilisation non conforme des médicaments lorsqu'elle n'est pas appropriée sur le plan de la santé publique. À titre d'exemple, il y a une étude qui a été réalisée par le collectif des centres régionaux de pharmacovigilance, publiée en 2021, l'étude IATROSTA, qui a montré que 16% des hospitalisations qui surviennent suite à un effet indésirable médicamenteux surviennent dans un cadre d'usage non conforme. Aussi, en 2013, il y a un rapport très complet sur cette thématique, sur tout ce qui est hors AMM, usage non conforme, mésusage, rédigé par le professeur Bernard Bégaud de l'Université de Bordeaux, qui a estimé entre 10 000 et 30 000 décès par an étant attribués à un accident médicamenteux. Sur le plan économique, ce même auteur a aussi estimé le coût annuel des utilisations non conformes du médicament en prenant en compte pas seulement le remboursement des prescriptions lorsqu'elles sont inappropriées, mais aussi le coût de la prise en charge des effets indésirables, les actes qui sont inutiles, non justifiés, ou encore le coût des maladies qui sont non prises en charge ou mal prises en charge.
et son estimation chiffre à peu près à plus de 10 milliards d'euros ce coût annuel pour la France. Donc on voit que l'usage non conforme des médicaments, lorsqu'il est inapproprié, donc lorsqu'il relève du mésusage, il est associé à une augmentation de la morbimortalité en plus de son impact économique pour la société. La prévention du mésusage est la responsabilité de tous les acteurs de la chaîne de soins, à commencer par les institutions et surtout l'ANSM, puisque par définition, c'est l'agence qui est responsable de la sécurité du médicament. Les missions de l'ANSM dans la prévention de mésusage sont diverses. D'abord, des mesures qu'elle prend au quotidien pour mettre en place des actions qui réduisent ce risque de mésusage et d'usage non conforme lorsqu'il est inapproprié. Là, j'ai mis l'exemple de mesures récentes qui ont été prises pour les fluoroquinolones, pour rappeler le bon usage de cette classe d'antibiotiques et alerter sur les effets indésirables qui sont graves, même s'ils sont rares et parfois insuffisamment connus. Plus largement, l'ANSM a lancé aussi, il y a à peu près 3 ans, une politique de santé publique qui est dédiée à la prévention du mésusage et qui s'articule autour de 3 actions. D'abord, l'anticipation, le fait de passer d'une approche réactive à une approche plus proactive en concentrant les efforts sur les molécules qui présentent le plus de risques de mésusage. Par l'information, par la préparation d'une campagne d'information sur la thématique du mésusage qui doit être déployée fin 2023, et aussi par des efforts de pédagogie et d'explication, que ce soit vis-à-vis de l'ensemble des partenaires, des professionnels de santé, mais surtout vis-à-vis des patients et du grand public, afin d'améliorer leur niveau de littératie en santé et de les rendre plus informés sur les risques associés aux médicaments. Il y a aussi les autres acteurs de la chaîne de soins qui, bien sûr, sont concernés par la prévention du mésusage. D'abord, le médecin, à travers son questionnement permanent de la pertinence de renouvellement d'une ordonnance. Ça peut s'appliquer à beaucoup de traitements qui sont pris, par exemple, au plan chronique. Il y a aussi le fait d'envisager la prescription non médicamenteuse ou encore d'anticiper l'arrêt des traitements, de certains traitements dès leur initiation. Il y a aussi le rôle incontournable du pharmacien par son rôle de sécurisation de l'ordonnance, son rôle d'information du patient sur les effets indésirables des médicaments qu'il délivre. Et il y a bien sûr le rôle important du patient lui-même par sa meilleure compréhension de la balance bénéfice-risque des médicaments, par le fait de comprendre la démarche thérapeutique pour l'aider à être un patient bon usant, et aussi par le fait de mieux comprendre les risques qui peuvent être associés à une automédication lorsqu'elle n'est pas appropriée. Je laisse sans tarder la parole au docteur Tristan Bacon pour cette deuxième partie. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je suis Tristan Bacon, j'interviens aujourd'hui comme conseiller médecine générale à l'ANSM. Je suis également membre du CUMGE de Lyon, le département de médecine générale. J'exerce à 1 heure d'ici, dans l'Ain, à Montmerle-sur-Saône. Et parmi mes liens d'intérêt, vous dire que j'ai eu le plaisir à une époque d'être dans le bureau national de l'ISNAR-IMG. En flashant le QR code, vous avez accès à ma déclaration de lien d'intérêt Archimède. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler vraiment très brièvement d'un best-seller, le paracétamol, que vous utilisez toutes et tous et qui n'est pas sans poser des problèmes dans l'exercice quotidien. Pour des raisons didactiques et en cette période de tournoi des 6 nations, les dosages standards en 500 mg seront représentés par les rugbymen blancs et bleus. Les dosages forts à 1000 mg seront représentés par les rugbymen rouges et blancs. Commençons par votre pratique et un sondage à main levée. Actuellement, prescrivez-vous préférentiellement du 500 mg ou du 1000 mg? Je vous laisse lever la main pour la team 500 mg préférentiel. Et je vous laisse lever la main pour la team 1000 mg préférentiel. Je vous remercie. Avant d'arriver à l'agence, j'étais dans la team 1000 mg.
Quand on regarde les ventes de ce paracétamol, qui est la substance active la plus vendue en France, on remarque que les ventes sur prescription médicale sont davantage en 1000 mg que les ventes libres. Donc les médecins généralistes ont un rôle à jouer sur les dosages de paracétamol prescrits. Actuellement, les forts dosages 1000 mg mènent le jeu. Alors, quel est l'intérêt des différents dosages? Vous pourrez me dire que si on veut prendre 500 mg pour une dose, pour une présentation en 1000 mg, il suffit de la diviser par 2, de la couper. Mais je vous dirais, quid des gélules? Quid également des comprimés qui sont difficilement sécables? Et quand on sait que sur une boîte de 500 mg, on a 16 unités, donc autant de paracétamol en tout à disposition dans la boîte, je vous laisse réfléchir à l'intérêt réel des dosages forts. Alors, il y a quelques précautions d'emploi sur le paracétamol. Vous savez que la dose maximale, c'est 4000 mg par jour. En fait, il y a des situations, notamment les situations, j'attire votre attention dessus, de déshydratation et de dénutrition, dans lesquelles il ne faut pas dépasser 3000 mg par jour. De la même façon, dans l'insuffisance rénale, l'intervalle à respecter entre 2 prises est de 8 heures. Mais passé ces précautions d'emploi, quel est le risque réellement? Eh bien, en fait, sur un surdosage de paracétamol, le risque, c'est les lésions graves et irréversibles du foie. Carton rouge pour les forts dosages. C'est peut-être un peu bloqué. J'essaye de passer à la suite. Eh bien, pour l'instant, merci beaucoup. Alors, face à ces risques, l'ANSM a pris quelques mesures récentes. En 2018, l'application d'un message d'alerte sur les boîtes rappelant les risques du surdosage. En 2020, la suppression du libre accès. Les boîtes ne sont plus à disposition des patients en pharmacie. Il faut les demander aux pharmaciens. Et puis en 2021, 2 mesures principales. Le rappel de messages clés, notamment débuté par la dose 500 mg, et puis débusqué dans des spécialités que les patients utilisent parfois en automédication, débusquer le paracétamol caché, puisque c'est un des enjeux du surdosage. Et puis en 2021 également, une vidéo avec Corentin Lacroix de Nantes, qui est médecin médecin généraliste et vulgarisateur sur les réseaux sociaux, une vidéo sur le bon usage du paracétamol. Alors voilà, revenons à vous. À l'avenir, pensez-vous prescrire préférentiellement 10-500 mg, team 500 et du paracétamol 1000 mg, team 1000? Ok. Je vous remercie. De manière générale, pour le paracétamol comme pour d'autres produits de santé, la question de la bonne indication, les douleurs et la fièvre exclusivement, la dose la plus faible et pour la durée la plus courte, et savoir envisager la solution sans médicaments. Dans votre pratique, transformez votre pratique, faites l'essai du dosage standard à 500 mg. Je vous remercie. Merci à vous deux. Après cet exemple très parlant, nous allons maintenant nous centrer sur la formation continue et parler d'information en pratique de soins. Et je vais laisser la parole à Philippe Schilliger, rédacteur de la revue Prescrire. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Schilliger, je suis médecin. J'ai exercé un bon nombre d'années en médecine générale, en parallèle à mon boulot de rédacteur à la revue Prescrire. Comme tous les rédacteurs Prescrire, je n'ai aucun conflit d'intérêt, lien d'intérêt, bien sûr avec les firmes pharmaceutiques, au titre du 41-13-13 du Code de santé publique, mais j'ajoute, et c'est important, ni avec les agences, ni les pouvoirs publics, ni les assureurs, que ce soit l'assurance maladie ou des complémentaires ou autres. C'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure bien sûr. Ce n'est pas une question de morale, hein, c'est une question d'influence sur les décisions de soins et en ce qui nous concerne sur l'information que nous délivrons aux soignants. Pourquoi Prescrire? Pourquoi Prescrire existe depuis 1980? En fait, tous les prescripteurs ont à choisir leurs médicaments,
leur traitement, leur diagnostic, ont à construire leurs décisions et à les proposer aux patients en toute connaissance de cause. Alors, en toute connaissance de cause, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord de se soustraire le plus possible aux influences variées des différents acteurs. Ça signifie surtout pouvoir fonder ses décisions sur du solide, sur des données étayées, argumentées, et si possible, en les adaptant à chaque patient et à chaque situation. C'est notre boulot, et on a l'habitude de dire chez Prescrire qu'on s'occupe des patients des pieds à la tête, et avant la naissance jusqu'à la mort. Et c'est le rôle des généralistes, en fait. Alors, mais en pratique de soins, comment fonder ces décisions sur du solide quand on n'a pas le temps, on a très peu de temps? Encore faut-il aussi avoir le savoir-faire pour trier l'information. Il est illusoire, sauf si on se passionne pour un travail de recherche ou autre, il est illusoire de penser qu'on va avoir le temps de lire tous les essais concernant un médicament, d'aller chercher les données publiées et celles qui ne sont pas publiées dans les revues de publication. C'est assez illusoire de penser qu'on peut faire ça tout seul. Alors bien sûr, maintenant, l'exercice regroupé va faciliter des formations entre médecins et autres professions, mais ça se met en place doucement. C'est un peu la quadrature du cercle pour les généralistes en particulier, qui ont un vaste domaine. Le plus efficace, c'est de s'en remettre à d'autres et de faire appel à une sélection de sources, d'informations, mais c'est comment on va les trier. On va les trier sur les garanties de fiabilité qu'elles apportent, le fait qu'elles ne soient pas soumises à des intérêts particuliers, et qui soient, si possible, faciles à utiliser quand on est en exercice professionnel. C'est un peu la justification de Prescrire, de l'existence de Prescrire. C'est la tâche que s'est fixée l'équipe depuis sa création, médecins et pharmaciens déjà à l'initiative. L'objectif, c'est d'aider les soignants pour l'objectif ultime, qui est le plus important, c'est d'apporter des soins de la plus grande qualité possible aux patients, en coordination avec les autres professionnels de santé et avec une mise à jour continue des connaissances. Ça, c'est un vaste programme. Et les choix de Prescrire et les méthodes que Prescrire a mis au point depuis 40 ans pour ça, je vais juste en citer quelques-unes, mais qui nous semblent, nous, fondamentales. La première, c'est l'indépendance. J'insiste là-dessus parce que nous ne dépendons que des abonnés individuels. Ça a une forte raison, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de pub, il n'y a pas non plus même, il n'y a pas d'actionnaire, mais il n'y a pas non plus d'achat groupé, par exemple, de numéros, qui impacterait fortement sur un budget et qui pourrait éventuellement exercer une pression. Donc nous avons choisi d'être notre propre éditeur avec un statut 1901 et ça se traduit par une signature collective. Alors derrière cette signature collective, j'y reviendrai, il y a le pluriprofessionnel. Personne n'écrit un article dans Prescrire. Nous ne sommes pas une revue de publication d'auteurs, nous sommes une revue de formation et d'information des soignants, et c'est un travail collectif. Mais surtout, ça protège nos rédacteurs des pressions qu'ils peuvent avoir dans leur exercice professionnel, notamment les praticiens hospitaliers qui travaillent avec nous. Les premières années de la revue, là, le rédacteur principal signait. Il y en a eu quelques-uns qui ont eu des déboires quand même pour leur carrière professionnelle. En tout cas, l'indépendance, c'est une condition. Pour nous, c'est une condition sine qua non. C'est la condition pour une analyse critique en toute liberté de tout, des dossiers d'évaluation des médicaments, mais aussi des revues de publication, bien sûr, et des guides de pratique clinique. Chaque mois, nous publions une analyse critique d'un des guides pratiques de la HAS pour savoir si ça vaut la peine de le lire ou pas, quoi. Des politiques de santé aussi, de l'assurance maladie, etc. Le contexte de la politique de santé est tout aussi important que le produit. Mais ça n'est qu'une seule condition. L'autre condition, c'est d'apporter des garanties de fiabilité. Au fil du temps, on a formé une unité documentaire d'une dizaine de personnes. Ce sont des pharmaciens qui sont spécialisés également en information et en documentation. Et nous avons donc des abonnements. Alors ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais 500 000 € de documentation par an, c'est un gros budget. Et nous exerçons des veilles documentaires multiples, bien sûr, les médicaments, ensuite tout le marché,
au niveau européen, puisque c'est là que se situe l'essentiel des mises sur le marché de médicaments pour la France. Les nouvelles synthèses méthodiques, on screen systématiquement les gros organismes internationaux d'émetteurs de recommandations. Les nouvelles données de pharmacovigilance en France, mais aussi Europe, aussi États-Unis, le Japon, on a des correspondants au Japon pour ça, et tout un tas de groupes thématiques, depuis l'environnement santé jusqu'aux médicaments et grossesse, etc. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire une recherche documentaire sur mesure pour chaque synthèse, que ce soit analyse de médicaments ou analyse de stratégie thérapeutique. J'insiste sur une seule chose, c'est en fonction des questions qui se posent en pratique de soins. Ça commence toujours chez nous par un groupe de travail, d'orientation des questions qui se posent avec en interne, puisqu'on est tous professionnels de santé, mais aussi nous allons chercher parfois les avis de correspondants en complément. Et ce qui nous permet, avec les procédures méthodiques qu'on a mis au point depuis pas mal d'années, mais qui reposent, comme beaucoup d'autres organismes, sur des fondamentaux que je ne vais pas détailler ici, mais qui confirment leur efficacité, avec les données de la littérature et surtout les données non publiées. J'insiste là-dessus. Si on se contente de lire ce qui est publié dans les revues de publication, aussi prestigieuses soient-elles, on loupe énormément de données d'évaluation, puisque beaucoup d'essais ne sont pas publiés, et en particulier les essais négatifs. Donc, il est précieux d'aller chercher les rapports d'études cliniques faits par les agences du médicament partout dans le monde, etc., et les organismes d'évaluation. Ça, c'est assez fondamental. Je vais pas avoir le temps de le détailler, mais vraiment, c'est un point essentiel. Se contenter de ce qui est publié dans les revues, c'est s'assurer d'un biais énorme dans son raisonnement sur les médicaments. Nos méthodes d'élaboration sont explicites. Je ne les détaille pas, elles sont en libre accès sur le site prescrire.org, mais toujours la même chose. Il s'agit de partir des questions qui se posent, et à partir de ces questions qui se posent en pratique de soins, et en particulier en soins de premier recours, on va chercher les réponses aux questions qu'on souhaite traiter. Et pour aboutir à quoi? Pour aboutir à des propositions de soins. Nous n'émettons pas de recommandations, nous ne sommes pas un organisme officiel, nous émettons des propositions de soins qui sont à chaque fois étayées, argumentées et hiérarchisées. Et ça repose sur le travail d'équipe pluriprofessionnel. Alors on est 120 rédacteurs actuellement à la rédaction, un médecin, pharmacien, dentiste, pharmacologue, psychiatre, généraliste, spécialiste, la plupart en exercice encore, partiel la plupart bien sûr, et avec un certain nombre de permanents. Chaque numéro, 200 personnes, les 120 rédacteurs, mais aussi les relecteurs, qu'on cite chaque mois, environ 800 relecteurs différents, externes par an. Ça fait beaucoup et ça assure la conformité quand même aux besoins d'une part, mais aussi le fait qu'on n'ait pas de scotome et qu'on ait les avis contradictoires des différentes écoles de médecine et des différents intérêts. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire des vérifications multiples en interne, prise en compte de l'ensemble des données comparatives, hiérarchie des niveaux de preuve, ça c'est essentiel, la concordance des données. Ne serait-ce que, je vous rappelle que dans les revues de publication, on a quand même de temps en temps des grosses différences entre le résumé et le texte lui-même, voire le texte et quelques erreurs dans les tableaux, et que donc il faut vérifier tout ça. Nous faisons le boulot de vérification, et on ne se contente pas des résumés. Je vous dis ça parce que je vois quand même pas mal de gens qui maintenant se contentent des avis tweets, Facebook et résumés d'études, sans aller chercher la réalité des données. Externes, nos comités de lecture, ils sont nombreux, vous avez vu, 800 relecteurs différents, certains qui relisent pas mal d'articles. Parfois, nous avons besoin d'une trentaine de relecteurs sur une synthèse, pour être sûr d'avoir les regards croisés et les différents avis spécialisés. Nos références citées sont disponibles 5 ans, ce qui permet d'aller chercher et de pouvoir argumenter de nouveau. Et quand nous avons des controverses, elles sont publiées à condition que nos interlocuteurs acceptent qu'on publie leurs propos. Troisième point, troisième choix, c'est de faciliter l'utilisation. Là, j'ai pris un exemple, c'est assez fondamental, on n'a pas besoin de lire tout le temps, on n'a pas le temps de toute façon. Donc, et en médecine générale, par contre, on a besoin d'une culture de ce qui est très spécialisé parfois, ne serait-ce que par exemple les médicaments utilisés en cancérologie, que les généralistes ne vont pas initier.
vont pas renouveler, mais par contre, qui vont devoir gérer, ne serait-ce que le vendredi soir, les neutropénies du vendredi soir, les choses comme ça, les fièvres, et les interactions médicamenteuses. Donc, avoir une idée de ce que c'est pas mal. Ensuite, on peut fouiller tant qu'on veut, on peut aller se former. Mais différents niveaux de lecture, là j'ai mis un exemple, un titre explicite, un résumé, et une icône pour symboliser notre jugement. En pratique, toutes nos synthèses se terminent par un paragraphe pratique pour savoir mais qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là dans la pratique quotidienne, et une fiche technique pour l'essentiel de la disponibilité et de l'accès aux soins. Et ensuite, deuxième niveau de lecture, si on veut approfondir, comparer pour décider à quoi ce médicament peut-il être comparé. Parce qu'il est rare qu'on ait un médicament qui arrive en terrain vierge. Quelle nouveauté il apporte en termes de bénéfices-risques? Qu'en disent les autres? Les autres, c'est les autres organismes d'évaluation des technologies de santé. La Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé en France, mais IQWiC, la HRQ, enfin, etc. On lit toutes les analyses prescrire entre elles. C'est-à-dire que là, vous avez vu que l'empagliflozine, que j'ai pris comme exemple, on a dit n'apporte rien de nouveau. Ce qui va à l'encontre de pas mal d'autres avis, mais parce que tout simplement, quelques mois auparavant, il y avait la dapagliflozine dans la même indication et avec une évaluation plus confortable, je vais dire. Donc, on ne répète pas l'évaluation des glyphlosines à chaque fois. On n'a pas le temps, et on n'a pas le temps de lire tout ça tout le temps. Donc, pas de faux semblants, empagliflozine, un article court qui renvoie à dapagliflozine où on a éventuellement plus de données, qui lui-même renvoie à d'autres articles prescrire, dont les profils d'effets indésirables, d'interactions médicamenteuses, etc. C'est une façon d'optimiser son temps et de ne pas avoir à relire tout le temps tout. On facilite, du coup, on a décidé de retraiter toute notre information pour en faire un guide pratique qui est compris dans l'abonnement, et qui est un guide numérique qui est sur tablette, smartphone, tout ce que vous voulez, mais qui permet de rassembler de façon concise et structurée différemment 180 situations actuellement, mais il y en aura d'autres, qu'on rencontre couramment en pratique de soins de premier recours. Ça va de l'angine à l'érésipèle en passant par l'insuffisance cardiaque ou les insuffisances cardiaques différentes. L'objectif que nous avions eu et qui est réussi, c'est qu'on peut choisir un médicament en quelques clics. Et donc ça, c'est toujours disponible et c'est actualisé régulièrement. Les mises à jour sont suivies de façon systématique et méthodique chaque année. On revoit tous les articles tout au long de l'année. Je passe vite. On facilite l'utilisation rassemblant de la même façon, de manière très synthétique, les interactions médicamenteuses. Et donc, quand on sait comment on a tous transpiré sur les inductions enzymatiques, les inhibitions enzymatiques, etc., nous avons décidé de rassembler ça dans un outil qui permet d'aller à l'essentiel et d'aller dans les interactions médicamenteuses qui comptent, celles dont on va devoir absolument tenir compte en pratique, et avec les mesures qui sont à prendre pour le faire. Je passe pour le reste parce que le temps passe, lui, beaucoup. On est allé jusqu'à faire des fiches info patients, on en a 200 pour le moment, on sait qu'elles sont très distribuées par nos abonnés, et des messages clés médicaments qu'on a décidé de rendre copiables et collables dans les ordonnances, qui sont ciblés sur des messages qui sécurisent la prise du médicament par les patients, ce qui permet à nos abonnés de choisir, de sélectionner et de copier-coller quand ils ont un message en particulier à souligner. Ce ne sont pas des informations exhaustives, c'est des supports de communication qu'on destine aux soignants, à nos abonnés. Je vais terminer là-dessus avec 2 phrases. La première, c'est « il faut savoir jeter quand on est un soignant et qu'on exerce. Il faut savoir jeter toute la documentation superflue et tout ce qu'on peut aller glaner et arrêter d'aller chercher, de faire du cherry picking. Il faut avoir une doc de base. Alors bien sûr, sur cette doc de base, il faut aller chercher quand ça intéresse, quand on a besoin de creuser, quand on a un travail personnel là-dessus, quand on va se former pour une session un peu plus longue. Mais savoir jeter, ça paraît essentiel. Sinon, on va utiliser de la médiocrité. Il n'y a rien de pire de se dire, tiens, j'ai rien, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Bon, tant pis, je vais faire avec. Ça, c'est le début de la descente aux enfers, à vie personnelle. Et la deuxième phrase que j'ai envie de vous dire, c'est que ça soit avec Prescrire ou avec quelqu'un d'autre, ce qui compte, c'est de pouvoir toujours penser librement,
pour agir vraiment en tenant compte des avis et des vies des autres et des patients en particulier, mais vraiment penser librement. Je vous remercie. Merci pour ces éclaircissements sur le travail de Prescrire, qui fournit une synthèse fiable des données de la science au bénéfice de notre formation continue. Maintenant, afin de trouver des solutions rapides à mettre en œuvre lors de vos consultations, j'invite Agnès Pelletier afin d'aborder avec vous la prescription raisonnée avec l'aide de la plateforme EBM France, que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà. Merci beaucoup et merci beaucoup à l'ISNARI MG pour cette invitation d'inviter EBM France dans votre beau congrès qui est toujours un endroit remarquable où il se passe des trucs formidables pour le moral de tout le monde. Du coup, moi je suis Agnès Pelletier, je commence par une déclaration d'intérêt. Ça c'est fait avec l'outil Archimède du Collège de la médecine générale. Donc j'ai pas de lien d'aucune sorte avec l'industrie ni pharmaceutique ni d'autres natures. Je suis salariée du Collège de la médecine générale et c'est à ce titre-là que je viens vous parler aujourd'hui parce que je suis rédactrice en chef de la base de données EBM France. Et puis je suis médecin généraliste, j'ai exercé 10 ans. Pour l'instant, j'ai mis en pause pour faire vraiment l'activité de rédaction en priorité. Et puis j'ai été universitaire à Grenoble, à Lille avant. Et je vous déclare un lien d'intérêt en plus, c'est que il y a 12 ans, j'ai participé à l'organisation du congrès de l'ISNARI MG, ici même. Et du coup, c'était rigolo, alors je vous ai ressorti l'affiche. Je commence par vous reparler, ou vous parler. Vous en avez peut-être été déjà bassiné, mais je vais y revenir parce que c'est extrêmement important, sur le principe de la décision partagée en santé. Et du coup, quel lien j'ai envie de vous raconter avec l'evidence-based medicine. Juste de vous rappeler que quand vous êtes en train de faire une consultation de médecine générale, vous êtes en train d'essayer de prendre des décisions. Ces décisions, vous allez essayer de les partager avec les gens qui sont en face de vous. Et ça implique que, et là je me base sur l'éditorial historique de Sackett en 1996, que je vous engage à aller lire. C'est pas long, mais ça pose des trucs. Et donc ce schéma-là, il est issu de ça. C'est que votre décision, elle va être quelque part de préférence au milieu de votre expertise clinique individuelle, de la manière dont vous allez la construire au fil des ans et des expériences que vous allez avoir et de votre manière de problématiser le problème de santé qui est pertinent et celui qui est le plus important ce jour-là, ou ceux qui sont le plus importants ce jour-là. Les valeurs, préférences et expériences individuelles des gens, sans eux vous ne pourrez rien faire, et le meilleur niveau de preuve disponible. Et c'est à cet endroit-là que l'équipe EBM France, on va essayer de vous mettre sous le nez, au bon moment, pendant les consultations, des informations qui vont être décisives pour vous aider à ça. Mais dans l'éditorial de Sackett, et depuis, je voudrais juste redire que ça ne sera pas un livre de recettes de cuisine, que vous ne pourrez pas appliquer des recos en toutes circonstances, jamais. Ça ne fera pas un truc qui sera, la reco dit que, donc je vais forcément faire comme ça. Vous restez décisionnaire dans ce modèle-là, et je pense que par rapport à tout objet que vous allez lire, que ce soit au moment de la formation continue ou au moment d'aller mobiliser des informations pendant les consultations pour prendre vos décisions, c'est un modèle qui est important à garder en tête. Pour aller plus loin, je vous invite à aller lire des articles plus récents dans la revue Exercer, par exemple celui de Rémi Boussageon, qui est très bien. Le circuit de production des connaissances, aujourd'hui, il y a des enjeux. Il y a des enjeux qui sont évidents et mon intervention, elle vient un petit peu en complément, dans des objets complémentaires avec les intervenants qui se situent soit à d'autres endroits, soit au même endroit avec les mêmes intentions par rapport à vous, les médecins généralistes et futurs médecins généralistes qui prenez des décisions. Il y a le moment de la production des preuves, il y a la science qui doit bien faire son travail, les sciences qui doivent bien faire leur travail, il y a le moment de la synthèse des preuves, il y a le moment de l'élaboration des recommandations.
EBM France, c'est une base qui se situe au moment de la diffusion des recommandations. Donc nous, on ne produit pas le contenu, on diffuse du contenu existant qui a été produit par des instances, par des groupes qui font autorité et qui sont de autorité scientifique et qui sont de nature à produire des recommandations. Il y a l'implémentation dans la pratique. Dans un idéal, il y aurait une évaluation des pratiques et on serait dans une espèce de spirale comme ça où on continue, production des preuves, synthèse des preuves, évaluation des recommandations et on continue. Et il y a des enjeux de qualité à chaque étape. Donc notre objet se fait le relais des choses qui sont existantes. On sera toujours plus exigeant pour dire on voudrait que ça soit de la meilleure qualité possible et on voudrait que la production de la science soit la plus adaptée possible à la population de la médecine générale, le plus dénuée de conflits d'intérêts possible. Et voilà, on s'inscrit dans cette famille-là de choses et on a besoin d'être nombreux dans la famille, donc je vous invite à rejoindre la famille. Tout ça, ça fait que le mur de briques, chaque brique doit bien faire son travail pour qu'on avance. Et donc, on essaye de bien faire notre brique. Et notre brique, je vais vous raconter ce qu'il y a dedans. L'intention générale d'EBM France, c'est de vous mettre à disposition donc le meilleur niveau de preuve disponible. Le meilleur, ça ne veut pas forcément dire qu'il est formidable aujourd'hui. D'accord, dans le contexte dans lequel on vit. Le meilleur niveau de preuve disponible et qui fait autorité, c'est-à-dire qu'il y a une agence, il y a une institution qui a fait un groupe d'experts de consensus et qui a dit ce qui est valable, ici en France, ce qui est valable, c'est ça comme un objet de recommandation. Vous voyez là une différence avec, par exemple, l'activité de prescrire. Et du coup, Philippe Schinger pourra reprendre aussi s'il veut préciser ou machin, mais on va se faire le relais en traduisant ce qui est dit. On va être capable de pointer en disant ça c'est problématique, mais ça on va avoir ce dialogue-là peut-être en interne directement avec le producteur pour dire on aimerait bien avoir des choses de meilleur niveau, mais on va vous mettre à disposition ce qui est existant. Tandis que prescrire va aussi en faire une critique. Il y a des choses qui sont très complémentaires et qui ne sont pas forcément dans la même temporalité de lecture. Je continue ma phrase. Le meilleur niveau de preuve disponible et qui fait autorité, couvrant au mieux le champ thématique de la médecine générale, qui est un champ thématique géant. Vous avez besoin de brasser un nombre de thèmes pendant vos consultations qui est absolument énorme. Et je rejoins complètement le constat précédent, qui est que vous ne pouvez pas faire une veille sur l'ensemble des sujets concernés. Ce n'est pas possible pour une personne toute seule. Dans un format adapté pour un usage au moment des soins, c'est-à-dire qu'on va essayer que quand vous vous posez la question pertinente, l'objet se mette à votre service, quelle que soit la manière dont vous l'interrogez, et vous êtes différent et vous n'allez peut-être pas taper les mêmes mots, etc. Mais à nous de faire ce travail pour que vous puissiez avoir votre information pertinente qui répond à votre question pertinente en santé. Et ça, je vais vous dire, il y a du boulot. Encore. C'est un objet qui est au service des médecins généralistes et des internes de médecine générale, qui est fait par les généralistes pour les généralistes, qui a un financement par les partenariats qui permet la gratuité. C'est comme ça qu'on peut être un objet qui est gratuit pour vous aujourd'hui. Donc c'est gratuit pour les internes de médecine générale et les médecins généralistes parce que c'est payé, parce que l'assurance maladie et la Haute Autorité de Santé ont identifié, et c'est énormément l'assurance maladie qui paye le gros de tout ce qu'il y a à payer pour que ça fonctionne. Ils ont identifié que c'était un objet qui était indispensable pour venir vous appuyer dans votre pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, ils financent. Donc, dans les années qui viennent, ils continuent à financer. On va voir après comment ça se passe. Et ça, c'est notre travail de faire en sorte que cet objet se pérennise. Ok, c'est financé, mais il y a aussi une indépendance éditoriale. Parce que cet objet-là, il est dans le collège de la médecine générale. Donc moi, généraliste, sans lien d'intérêt, je suis salarié du collège de la médecine générale et l'équipe des rédacteurs, ils sont aussi tous dénués de conflits d'intérêt et on a cette indépendance éditoriale, on n'est pas, voilà, il n'y a pas de retour sur qu'est-ce qui est écrit dedans et on est les garants de cette protection de l'indépendance éditoriale.
Oui, pardon, il y avait un pont qui allait de soi, c'était avec Antibioclick, qui est un objet qui respecte beaucoup de standards et qui a une méthode de production explicite qui est nécessaire pour... En fait, quand vous, utilisateurs, vous lisez quelque chose, vous avez besoin de savoir comment les textes que vous avez devant les yeux ont été produits. C'est comme ça que vous pouvez savoir si vous pouvez faire confiance ou pas. Et Antibioclick, ils ont une méthode de production explicite de leurs résultats et qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire des liens avec eux sans aucun problème. Juste vous illustrer que c'est une équipe bien plus petite en nombre que l'équipe précédente qui a été présentée. On est une dizaine de personnes. On a la chance d'avoir aussi Camille Ingouf, que je salue, qui est directrice opérationnelle de BM France, qui est quelqu'un qui a des fonctions de coordination qui sont absolument indispensables à la structure. Et je salue aussi l'ancienne équipe, le travail de Claire Rambaud, de Simon Frémaux, d'Annie Tangakoun, de Damien Direux, de Johan Vergès a été indispensable, et c'était tout à fait important. Il y a quoi dans la boîte? Il y a 2 procédures éditoriales actuellement, et je vous invite à aller farfouiller pour aller regarder ce qu'il y a dedans. Les 2 procédures éditoriales, la première, c'est sur les productions nationales, c'est-à-dire les productions françaises de quelque chose qui fait autorité comme recommandation, comme guide de pratique clinique. Aujourd'hui, c'est la Haute Autorité de Santé qui est notre source principale de guide de pratique clinique. Cette première procédure éditoriale, à la gauche de l'écran, en fait, on ne vous renvoie pas vers les recos HAS dans le texte. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on essayait de faire que vous puissiez les consulter les regarder pendant les consultations. Donc on ne peut pas vous renvoyer vers du 150 pages avec 4 annexes. Je pense qu'on en conviendra tous dans la pièce. Donc notre action, c'est d'écrire une adaptation du guide, et je vais vous montrer des exemples juste après. Donc on écrit un texte qui est maniable et qui est relu avec la HAS, avec qui on a un partenariat, de manière à vérifier qu'on est raccord avec ce qu'ils ont voulu dire. La deuxième procédure éditoriale, parce que vous voyez que 51 recommandations de bonnes pratiques adaptées, c'est un champ thématique qui est étroit, et je vous ai parlé d'un champ thématique très vaste juste avant. On a besoin aujourd'hui de complémenter ce champ thématique avec le fait d'être client d'une base de données qui s'appelle EBM Guidelines, qui est une base de données finlandaise et qui a été remarquée par nous comme ayant des critères de qualité qui font qu'on peut vous mettre à disposition les textes traduits de cette base finlandaise. Donc, vous avez des textes qui sont en français, et qui ont une opération de contextualisation de la part de notre équipe éditoriale, c'est-à-dire qu'on va mettre des notes dessus, des précisions. En France, réglementairement, tel médicament n'est pas disponible, il est disponible, etc. Voilà. Je finis par des exemples. Par rapport aux productions nationales HAS, donc si je prends un exemple, je suis sur la barre de recommandation, sur la barre de recherche. Je précise que vous pouvez vous inscrire avec votre numéro RPPS qui est normalement sur vos cartes CPF, donc ça vous vous débrouillez. Si je tape BPC, ça va me suggérer BPCO. Je tombe sur plusieurs guides, BPCO exacerbation, diagnostic bilan initial. Donc là, je vais sur exacerbation. Ça fait que vous avez un sommaire sur la gauche qui est dynamique de manière à ce que vous puissiez naviguer rapidement. Vous avez un à retenir en haut avec des messages clés. Et vous voyez, vous avez des liens vers d'autres pages qui nous semblent importantes vers lesquelles renvoyer. Et je vous ai mis un exemple quand on déroule dans stratégie thérapeutique, par exemple. Du coup, vous avez des choses qui sont d'un format synthétique. On essaye aussi de vous préciser, on se place en médecine générale, donc on sait que vous avez aussi un rôle. Et là, par rapport à la table ronde, par rapport à l'atelier, il y a la prescription médicamenteuse, mais il y a aussi la prescription non médicamenteuse. Donc on essaye d'être très clair sur les éléments de prescription non médicamenteuse, mais aussi sur quand il ne faut pas prescrire. Dire là, c'est pas nécessaire de ceci, cela. Donc on va essayer de toujours pousser ces informations-là lorsqu'elles sont disponibles et claires. Lorsque les grades existent, ils sont précisés. Les grades ne sont pas toujours disponibles aujourd'hui.
pour les raisons, et je vous renvoie au ciment et aux briques, on a besoin tous de bien faire notre travail, et là, on aura besoin de choses de plus en plus solides à se mettre sous la dent pour travailler, et il y a du travail encore. Je vous signale que dans les recos HAS, parfois, ils mettent des outils qui sont intéressants, et que en fait, on essaye de vous les mettre sous le clic de manière à ce que vous puissiez les avoir rapidement. Et donc là, je vous prends l'exemple au décours de l'épisode, plan d'action en cas d'exacerbation, vous cliquez dessus, vous avez le plan d'exacerbation, vous pouvez l'imprimer, le commenter avec les gens. Dès qu'il y a des objets qui nous semblent utilisables et qui sont dans la reco, on essaye de vous les mettre sous le clic. Et moi, j'ai découvert plein de trucs comme ça, c'est fascinant. Le deuxième exemple, c'est les EBM Guidelines. Je passe extrêmement rapidement parce que je pense qu'on doit être un peu short. Donc les EBM Guidelines, cette collection finlandaise. Donc si je tape par exemple varicelle, je tombe sur un guide avec le symbole de duodécime qui est le producteur des EBM Guidelines. Ce guide, il a une note de contextualisation en haut qui dit que ce guide a été relu et le type de remarque qu'on peut faire, c'est soit des infobulles, c'est-à-dire le texte en vert, vous laissez passer la souris dessus, ça met le petit pop-up et on met une précision. Donc ça, c'est nous écrivons la précision, mais nous n'avons pas écrit le texte. Le texte, il a juste été traduit. Et on peut mettre du coup des choses en local, ça se passe comment, et donc par rapport à la vaccination varicelle, est-ce qu'elle est recommandée à tout le monde? Non, elle n'est pas recommandée à tout le monde, et pour quelles raisons, etc. Là, on vous renvoie vers la bonne page de vaccination info-service, etc. Donc, notre but dans la vie, c'est de vous faire gagner du temps, c'est de vous mettre le mieux de ce qu'on a sous la main et qui fait autorité. Et vous aurez besoin d'une temporalité complémentaire de formation pour questionner ce qui fait autorité et la qualité des machins, de toute façon. Vous avez bien compris que ça ne prend pas la décision à votre place. Vous prenez la décision et on met à disposition le mieux de ce qu'on a sous la main pour vous aider. Et j'ai envie de dire, on va s'occuper bien de notre brique et on a besoin de toutes les briques pour le mur, donc au boulot. Merci. Merci pour la présentation de cet outil et le rappel de la possibilité de non-prescription qu'on n'envisage pas toujours. Merci donc à vous quatre pour ces explications très claires et complètes. La présentation touche à sa fin et nous espérons qu'elle aura su vous éclairer, vous internes, pour votre pratique de tous les jours en médecine générale. On peut passer à un court temps de questions, on a 5 minutes. Des micros vont pouvoir circuler dans la salle, alors n'hésitez pas à lever la main. Puisque nous n'avons pas de questions, nous vous remercions pour ces explications très claires. Ça a permis une réflexion collective autour de nos modes de prescription. D'autant plus qu'analyser ce que l'on prescrit et prendre conscience de ses impacts semble indispensable aujourd'hui, à l'ère où l'antibiorésistance devient un impact de santé publique, par exemple. Vous pouvez contacter nos invités aux coordonnées qui s'affichent si vous avez d'autres questions ou des questions qui viennent plus tard. Pour la suite, nous vous invitons à rejoindre l'espace partenaire où se déroulera un forum qui sera dirigé par le département de l'Yonne et le groupement mutualiste Auxence. Je vous souhaite un bon appétit et un bon congrès.